Ses lèvres étaient fendillées, ses mains tremblaient sur le rebord du vieux puits ébréché. Ses yeux, mi-clos, semblaient déjà à moitié partis. Le vent sec lui brûlait la peau, et le soleil pesait sur elle comme une punition. « Tu m'as payé », souffla-t-elle d'une voix brisée, rauque comme du bois sec. Ses joues ruisselaient d'un mélange de sueur et de larmes. Tout son corps tremblait. Elle ne suppliait plus pour vivre. Elle suppliait pour que tout s'arrête. Jacques Msekra resta figé. Ses mots frappèrent plus fort qu'un coup de feu. Il avait vu mourir du bétail dans le désert, des chevaux s'effondrer, des hommes gelés dans la neige. Mais jamais rien ne l'avait touché comme cette femme agenouillée devant lui. C'était l'été 1885, à Dodge City, Kansas, une ville qui sentait la sueur, le whisky et le sang. L'ultime refuge des âmes perdues. Jacques y était venu pour acheter 10 chevaux. Il en était reparti avec un être humain. Elle s'appelait Nora, du moins c'est ce qu'on disait. Personne ne savait si ce nom était vrai ou inventé par le commissaire-priseur pour la rendre plus vendable. Elle n'avait que 22 ans, mais son regard en paraissait 40. Trop fatiguée pour lutter. Trop brisée pour résister. Sur l'estrade en bois, les poignets liés, les cheveux emmêlés comme de la paille sèche, elle se tenait droite pendant que les hommes criaient des chiffres. Chaque enchère sonnait comme une détonation. Quand le prix atteignit $40, Jacques leva la main. Le silence tomba aussitôt. Personne n'osa surenchérir contre un homme au regard aussi calme, celui d'un homme qui avait enterré trop d'amis. Des heures plus tard, la charrette cahotait sur la piste poussiéreuse menant à son ranch du canyon Palo Duro. Nora était assise à l'arrière, les mains toujours liées, les yeux fermés. Elle n'avait rien avalé depuis l'aube. Lorsqu'ils s'arrêtèrent près d'un vieux puits à la limite de ses terres, elle tenta de se hisser, mais ses genoux cédèrent. « Tu m'as payé, fais-le », murmura-t-elle, plus doucement cette fois. Jacques se tenait derrière elle, les poings serrés. Il comprit ce qu'elle croyait qu'il attendait d'elle, et un instant, il se dégoûta lui-même pour avoir laissé cette idée exister. Il s'approcha, la retint par les bras pour l'empêcher de tomber, et murmura « Personne ne te fera de mal ici ». Elle ne le crut pas. Son corps resta tendu, prêt à subir. Jacques regarda au loin, vers la maison de ranch, les clôtures, l'herbe jaune qui ondulait sous la chaleur. Tout ce qu'il avait bâti lui sembla soudain pesant, comme une prison. Il défit les cordes à ses poignets, versa un peu d'eau dans ses mains et dit doucement « Bois. Tu es en sécurité maintenant. » Elle le fixa longuement, méfiante, avant de porter l'eau à ses lèvres, lentement, comme si elle doutait qu'elle soit réelle. Jacques détourna le regard, feignant de vérifier la selle du cheval, le cœur serré comme pris dans un étau. Quel genre d'homme devait-on être pour acheter une femme afin de la sauver? Et quelle vie pouvait l'attendre ici, loin de tout? Le lendemain matin, le ranch sentait la poussière et le café. Nora se réveilla dans une petite cabane de bois, celle que Jacques avait construite en arrivant sur ses terres. Le vent passait par une vitre fêlée, apportant le hennissement des chevaux. À côté d'elle, une tasse d'eau, un morceau de pain et une couverture pliée. Jacques était dehors, nourrissant les bêtes. Il leur parlait à voix basse, comme à des amis. Nora l'observa à travers la porte entr'ouverte. Il se mouvait lentement, sans brusquerie, comme un homme qui n'avait plus rien à prouver. Quand il la remarqua, il se contenta de dire calmement « Il y a du café, si tu veux. » Pas d'ordre, pas de questions. Juste ces mots simples. Elle hésita, puis sortit pieds nus quelques minutes plus tard. Le soleil était doux, presque clément. Elle sentit l'odeur du café, et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en elle se détendit. Jacques lui tendit une tasse sans la regarder directement. « Tu peux rester ici, le temps de savoir ce que tu veux faire, » dit-il. « Tu ne me dois rien. » Les mots flottèrent dans l'air comme une promesse fragile. Nora resta muette, le regard perdu entre la tasse et cet homme étrange. Les hommes ne parlaient pas ainsi. Pas dans ce monde-là. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine nouvelle. Réparer les clôtures, arroser le potager, apprendre à seller un cheval. Ses gestes devinrent plus sûrs, son regard moins hanté. Comme si le vaste ciel effaçait peu à peu les fissures de son âme. Un soir, les mains couvertes de terre, Nora leva les yeux vers le crépuscule et se surprit à penser « Peut-être que cet endroit n'est pas l'enfer, peut-être autre chose. » Mais la paix fut brève. Quelques jours plus tard, alors qu'elle réparait une barrière, un grondement de sabots monta de la plaine.
3 cavaliers approchaient, silhouettes sombres dans la poussière. Jacques sortit du hangar, la main posée sur son vieux fusil. « M'Sekra » cria l'un d'eux. « On vient chercher ce qui nous appartient. » Jacques cracha dans la poussière et répondit d'un ton calme. « Rien ici ne vous appartient. » Le silence tomba. Le vent seul semblait écouter. L'homme fixa Jacques avec mépris. « Tu l'as payé, dit-il. Elle reste marquée. Tu crois qu'un morceau de papier change quoi que ce soit ?» La mâchoire de Jacques se crispa. Le claquement sec du fusil rompit le silence brûlant de la plaine. « Tournez les talons et rentrez avant la tombée du jour », lança-t-il d'une voix froide. Personne ne parla. Seul le vent remuait l'herbe jaunie. Derrière le vieux puits, Nora tremblait, le cœur battant à lui rompre la poitrine. Puis les hommes éclatèrent d'un rire bas et cruel. « Tu ne nous fais pas peur, M'Sekra. Tu ne nous as jamais fait peur. » Le temps sembla suspendu. Au-dessus d'eux, un faucon poussa un cri. Jacques avança d'un pas. « Posez un pied sur ma terre, et vous comprendrez ce que c'est, la peur. » Il y avait dans ses yeux une dureté qui fit hésiter les intrus. Il connaissait les histoires. Jacques M'Sekra, l'homme qui, 5 ans plus tôt, avait tenu tête seule à une bande de voleurs de bétail à Abilène, laissant 4 corps dans la poussière sans tirer une seconde fois. Il n'était pas du genre à bluffer et il n'avait plus rien à perdre. Finalement, leur chef cracha au sol, fit tourner son cheval et grogna. Ce n'est pas fini. Ils s'éloignèrent vers la crête, leur rire se dissolvant dans la poussière. Nora sortit lentement de sa cachette, le visage livide. « Ils reviendront » murmura-t-elle. Jacques acquiesça simplement. « Alors on sera prêt. » La nuit tomba sur un ranch silencieux. On n'entendait que le souffle des chevaux dans les stalles. Jacques, assis près du feu, chargeait son fusil d'un geste calme et précis. Nora l'observait depuis le seuil. La lumière dansante révélait un visage fatigué, vieilli, mais résolu, celui d'un homme qui attend la tempête qu'il sait inévitable. Elle aurait voulu lui demander pourquoi il risquait tout pour elle, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle devinait déjà qu'il ne répondrait pas. Pas encore. Au dehors, des éclairs zébraient le ciel au-dessus du canyon. Le vent se leva, murmurant dans l'herbe. Demain apporterait autre chose, peut-être pire, peut-être mieux. À l'aube, la tempête s'était éloignée, laissant derrière elle une terre mouillée et cette odeur mêlée de boue fraîche et d'ennui à venir. Jacques resta silencieux pendant le petit déjeuner. Il versa du café, jeta un regard vers Nora et dit simplement « Ils reviendront. Et cette fois, je ne me contenterai pas d'attendre. » Il sella son cheval, vérifia son arme et annonça qu'il partait pour Fort Griffin, à une journée de route à l'est, là où le shérif et les rangers faisaient régner la loi. Nora voulut l'accompagner, mais il refusa. « C'est mon affaire. Reste ici et garde la lanterne allumée. » La route fut longue, brûlante, écrasée de soleil.
Jacques chevauchait à travers les herbes blondes et les lits de rivières asséchées, le visage fermé. Il pensait à la jeune femme restée au ranch, à ses yeux encore méfiants, et à ces hommes persuadés qu'on pouvait posséder un être humain. Lorsqu'il atteignit enfin le fort, sa chemise trempée de sueur collait à sa peau. Il attacha son cheval, entra dans le bureau du shérif et déposa sur la table un papier plié. L'homme leva les yeux. « Jacques M. Sécra ? Ça faisait longtemps. »« J'ai besoin de ton aide, » répondit-il. « 3 hommes trafiquent des femmes. Ils ont vendu une fille à Dodge. J'ai la preuve. » Le shérif déplia la feuille, le reçu d'achat de Nora. Sur le bord, la marque offerte d'un trafiquant connu. « Bon sang, Jacques, tu sais ce que ça veut dire ?» Jacques resta un moment silencieux, le regard baissé sur ses bottes. Puis sa voix se fit basse. « Peut-être que je n'avais pas à faire ça. Mais il y a des années, quelqu'un avait besoin de moi, et je n'ai rien fait. » Il releva la tête. « Alors, ouais. Je porte leur faute depuis trop longtemps. » Avant midi, 2 rangers partirent avec lui. Ils suivirent les traces jusqu'à un canyon étroit où les hors-la-loi avaient campé. Le vent effaçait leurs empreintes, mais pas leur odeur de feu. Le combat fut bref. Au premier tir, les bandits jetèrent leurs armes. Jacques les observa en silence pendant que les rangers leur liaient les mains avant de les ramener au fort. La justice, dans l'Ouest, était simple. Parfois trop. Quand Jacques rentra chez lui, le ciel virait alors. Nora l'attendait près de la clôture, les yeux pleins d'inquiétude. Il lui tendit le papier plié. « C'est fini. Tu es libre. » Le shérif avait annulé l'acte au fort, transformant un titre de propriété en certificat de liberté, signé et scellé par la loi. Nora demeura silencieuse un long moment avant de murmurer. « Je n'ai jamais été une chose pour toi, n'est-ce pas ?» Jacques détourna les yeux. « Jamais. » Le soleil disparut derrière le canyon, teignant la terre d'un orange paisible, la première vraie couleur depuis Dodge. Nora esquissa un sourire discret mais sincère. Pourtant, Jacques savait qu'il restait des blessures invisibles. Parce que la justice peut laver un nom, mais pas guérir une âme. Le lendemain, au matin, l'air sentait la pluie et la promesse d'un départ. Nora sortit pieds nus, 2 tasses de café à la main. Ses doigts tremblaient encore un peu, mais ses yeux étaient différents, calmes, résolus. « On dirait que le silence est revenu, » dit-elle doucement. « Le silence, parfois, c'est une bénédiction, » répondit Jacques. Ils restèrent longtemps sans parler, à écouter le vent et les chevaux paître. Ce silence-là ne blessait plus, il apaisait. Plus tard, Nora prépara un petit sac. Elle annonça vouloir se rendre en ville, apprendre à lire, peut-être enseigner à l'école du temple. Jacques la regarda, partagé entre fierté et crainte. « Tu es sûr ? » « Il le faut, » répondit-elle. Son regard se posa un instant sur le vieux puits, souvenir d'un passé douloureux, aujourd'hui symbole de renaissance. Jacques sella un cheval pour elle, l'aida à monter. Ils se regardèrent une dernière fois, plus de peur, plus de honte, juste une compréhension silencieuse. « Je croyais que ma vie s'était terminée le jour où ils m'ont vendu, » dit-elle. Mais en vérité, elle a commencé le jour où tu as choisi de ne pas me toucher. Jacques ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, lentement. Puis il la regarda s'éloigner à travers les champs dorés jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la colline. Ce soir-là, le ranch paraissait vide, mais vivant. Jacques répara le vieux puits, celui où elle s'était effondrée autrefois, nettoya les pierres, remplaça la corde, remonta un seau d'eau claire.
En regardant le soleil plonger derrière les roches, il murmura « Peut-être que certaines choses peuvent encore être sauvées. » Et c'est ainsi que la guérison naît ici, dans l'Ouest. Pas à travers de grands discours, mais dans la simplicité des gestes, la patience du silence et un peu de courage pour recommencer. Les jours passèrent, lents et clairs, comme si le ciel lui-même voulait accorder à Jacques Msekra un peu de répit. Le ranch retrouva son rythme ancien, celui du travail, du silence et du vent. Mais chaque soir, en rentrant de la plaine, Jacques jetait un regard vers la colline où Nora avait disparu et quelque chose se serrait en lui. Pas de regret. Juste ce vide étrange qu'on ressent quand on a rendu la liberté à quelqu'un qu'on aurait voulu garder, non par possession, mais par besoin silencieux de présence. Un matin, une lettre arriva. Un cavalier du fort l'avait apportée. Jacques la reconnut avant même de la lire, l'écriture tremblait, hésitante mais décidée. « Jacques, je suis à Abilène. La ville est bruyante, pleine d'odeurs et de rires. J'ai trouvé une femme qui m'apprend à lire. Elle dit que j'ai de la patience, que je pourrais enseigner un jour. Je me souviens du vent sur ton ranch, du goût de l'eau claire et du silence qui guérissait. Je voulais que tu saches, je vais bien. Et j'espère que toi aussi. Nora. » Jacques resta longtemps immobile, la lettre serrée entre ses doigts calleux. Puis, sans un mot, il alla jusqu'au vieux puits, celui qu'il avait réparé. L'eau y reflétait le ciel, pure et tranquille. Il se surprit à sourire. « Tu as trouvé ta route » murmura-t-il. « C'est tout ce que je voulais. » Les mois devinrent des saisons. L'hiver couvrit le canyon d'un manteau de givre. Le ranch resta debout, plus calme qu'avant, habité seulement par le souffle du vent et la mémoire d'une voix. Mais un soir de printemps, alors que les herbes audes dansaient sous la lune, un cheval apparut au loin. Une silhouette descendit lentement, un foulard noué autour du cou. Jacques posa sa lampe, incrédule. Nora, elle sourit. Son visage avait changé. Moins de peur, plus de lumière. « L'école d'Abilène ferme l'été, dit-elle simplement. Je suis revenu donner un coup de main, si tu veux toujours de moi. » Jacques ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, la main tremblante, comme s'il craignait qu'elle disparaisse encore. « Tu sais bien que je n'ai jamais voulu te voir partir, » répondit-il enfin. « Mais je suis heureux que tu sois revenu par choix. »« C'est pour ça que je suis revenu, » dit-elle. « Par choix. » Le vent passa entre eux, chaud et doux. Cette fois, il n'y avait plus de chaînes invisibles, plus de dettes ni de peur. Seulement deux êtres cabossés par la vie, apprenant à respirer le même air sans se blesser. Les jours suivants furent simples. Nora reprit goût à la terre, au travail, à la fatigue honnête du soir. Jacques, lui, parlait peu, mais ses gestes avaient changé, plus lents, plus attentifs. Un matin, elle l'aida à marquer un jeune poulain rétif. L'animal se débattait, nerveux. Jacques faillit lâcher prise, mais Nora posa sa main sur l'encolure du cheval. Doucement, il a juste peur. Et le poulain se calma, comme si la douceur pouvait dompter la terre elle-même. Jacques la regarda, surpris. « Tu es devenue forte, dit-il. » Elle répondit sans détour. « Non, Jacques. J'ai juste cessé d'avoir peur. » Le soir, ils s'assirent près du feu. Le ciel s'ouvrait au-dessus d'eux, immense. Nora leva la tête. « Tu crois que le désert oublie ceux qu'il a blessés ?» Jacques haussa les épaules. « Non, mais il apprend à les écouter. Et parfois, il leur rend la paix. » Le feu crépita doucement. Dans la lueur vacillante, leurs ombres semblaient se rejoindre, non pas pour combler un manque, mais pour partager le silence, ce même silence qu'ils avaient autrefois craint, et qui, maintenant, les protégeait. Au loin, un coyote hurla. Et Jacques Msekra sut que la solitude qui l'avait accompagné toutes ces années venait enfin de trouver son écho. Le printemps s'étira paresseusement sur le canyon. L'herbe poussa haute et verte, les chevaux reprirent des forces, et le vieux puits devint le centre vivant du ranch, là où tout avait commencé, et où, d'une certaine manière, tout recommençait. Nora s'était installée dans la petite cabane, celle qu'elle connaissait déjà. Ses gestes étaient sûrs, ses silences paisibles. Jacques, lui, découvrait qu'on pouvait partager le même espace sans se parler constamment, et que ce silence-là valait parfois 1000 promesses. Mais la paix dans l'Ouest est un luxe fragile. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge inquiétant, un cavalier solitaire apparut sur la route poussiéreuse. Nora l'aperçut la première. Une silhouette mince,
la démarche nerveuse, un manteau noir battant au vent. Elle sentit aussitôt son cœur se serrer. Jacques sortit du hangar, fusil en main. « Tu connais cet homme » demanda-t-il. Nora ne répondit pas. Son visage s'était vidé de toute couleur. « Il s'appelle Ward », finit-elle par dire. Avant Dodge, c'était lui qui décidait du sort des femmes. Le cavalier s'arrêta à une dizaine de mètres, un sourire glacé aux lèvres. « Eh bien, regardez-moi ça. » Nora la muette, devenue dame de... Ward recula, mais son regard brûlait de haine. « Ce n'est pas fini, » m'sécra. « Ni pour toi, ni pour elle. » Puis il tourna les talons et s'éloigna, avalé par la poussière du soir. Nora resta figée un long moment. « Il reviendra, » souffla-t-elle. « Ces hommes-là ne savent pas renoncer. » Jacques hocha la tête. « Je sais. C'est pour ça qu'on va le devancer. » Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Tandis que la lune grimpait au-dessus du canyon, Jacques traça un plan grossier sur la table de bois. « Ward travaille rarement seul, dit-il. Il va chercher du renfort. »« Alors, on part ?» demanda Nora. « Non. Ce ranch, c'est tout ce qu'il me reste. Je ne fuis plus. » Nora le regarda et vit dans ses yeux non pas la colère, mais cette détermination tranquille de ceux qui ont trop perdu pour reculer encore. « Alors je reste, » dit-elle simplement. Le matin suivant, le vent s'était levé. Les nuages s'amoncelaient au-dessus du canyon, lourds et sombres. Jacques installa des barricades de fortune, vérifia ses munitions, resserra la clôture. Nora, de son côté, rassembla l'eau, la nourriture et fit chauffer le café. Les préparatifs ressemblaient à une prière silencieuse. À midi, le grondement des sabots revint. 3 silhouettes, encore. Ward en tête. Cette fois, il n'était pas venu seul. Jacques sortit sur le perron, fusil à la main. Nora, à sa droite, tenait la lanterne allumée, comme il le lui avait demandé jadis. Ward tira le premier coup. La balle frappa la barrière, éclatant un morceau de bois. Le silence vola en éclats. Jacques répondit 2 coups secs, précis. Un cheval se cabra, un homme tomba. Ward hurla et se jeta derrière un rocher. La bataille fut brève, brutale, étouffée par le tonnerre qui grondait. Quand tout se tut enfin, la pluie commença à tomber, lavant la poussière et le sang. Ward gisait dans la boue, blessé mais vivant. Jacques s'approcha, son fusil pointé sur lui. Ward cracha. « Vas-y, termine. » Jacques resta immobile. Son doigt trembla légèrement. Puis il abaissa son arme. « Non, je ne tue plus ceux qui sont déjà morts de l'intérieur. » Ward le fixa, hagard, incapable de comprendre. Puis il s'effondra dans la boue, vaincu. Nora s'approcha, posant une main sur le bras de Jacques. « Tu aurais pu. »« Oui. Mais si on veut que les choses changent, faut bien que quelqu'un commence par ne pas tirer. » La pluie tombait dru maintenant, et tout semblait laver, la terre, l'air, les souvenirs. Nora leva les yeux vers le ciel, puis vers le puits. « Tu crois que cette terre peut encore donner quelque chose de bon ?» Jacques esquissa un sourire fatigué. « Elle donne déjà, » répondit-il. « Regarde autour de toi. On est encore là. » Ce soir-là, ils restèrent longtemps près du feu. Dehors, le vent murmurait entre les planches. Nora posa doucement sa tête contre l'épaule de Jacques. Pour la première fois, il ne se raidit pas. Il ferma les yeux, écoutant simplement le crépitement du bois et le battement apaisé d'un cœur à côté du sien. Dans le lointain, un orage s'éloignait, et avec lui, les dernières ombres du passé. Le lendemain, l'air avait cette odeur rare de terre lavée. Le soleil perçait à travers les nuages, dorant les flaques encore tièdes. Le ranch semblait différent, non pas plus grand, mais plus vivant, comme si la pluie avait effacé plus que la poussière. Nora se tenait sur le perron, les bras croisés, observant le ciel clair. Jacques, lui, réparait silencieusement la barrière éventrée par les balles. Le bruit du marteau résonnait dans la plaine, régulier, rassurant. « On aurait pu mourir, » dit-elle enfin. Jacques hocha la tête. « Oui, mais on ne l'a pas fait. Et c'est ça, la différence. » Leurs regards se croisèrent. Entre eux, il n'y avait plus la peur ni la dette, seulement cette reconnaissance muette qui naît de la survie partagée. Dans ce silence-là, quelque chose de nouveau prenait racine, fragile, mais tenace.
Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction. Jacques rebâtit la clôture, redressa les poutres tordues, graissa les charnières. Nora nettoya la grange, planta des semis près du puits. À chaque geste, elle sentait la vie reprendre. Mais au fond d'elle, une idée grandissait, insistante, celle d'un endroit où les femmes comme elles pourraient apprendre, respirer, recommencer. Un soir, alors que le soleil s'éteignait sur la crête, elle en parla à Jacques. « J'aimerais ouvrir une école. Pas seulement pour les enfants d'ici, mais aussi pour les femmes qui n'ont jamais eu le droit d'apprendre. » Jacques la regarda longuement, puis demanda simplement. « Tu crois qu'elles viendront ? Si elles savent que quelqu'un les attend, oui. » Il hocha la tête, puis posa sa tasse de café. « Alors on construira ton école ici, dans la vallée, entre le puits et le grand chêne. La terre est plate, et l'eau pas loin. » Elle eut un sourire étonné. « On ? Oui, on. Tu m'as appris qu'on peut rebâtir plus que des clôtures. » Et ainsi, les jours se mirent à suivre un autre rythme. Le marteau de Jacques résonnait désormais sur les poutres de la future école. Nora traçait sur le sol la forme des bancs, la place du tableau. Les chevaux observaient de loin, curieux, comme s'ils comprenaient que quelque chose d'inédit naissait dans ce lieu où jadis la douleur régnait. À la fin de l'été, la petite école était debout. Une simple bâtisse en bois blond, avec des vitres claires et une porte peinte en bleu. Nora accrocha à l'intérieur un morceau de tissu brodé. La liberté commence quand on sait lire son propre nom. Les premiers élèves arrivèrent à cheval, en chariot, parfois à pied, des enfants, des mères, des veuves. Toutes portaient dans les yeux cette même lueur que Jacques avait vue un jour dans ceux de Nora, un mélange de peur et de désir de recommencer. Le premier matin, Nora tremblait un peu. Elle se tourna vers Jacques, resté à l'extérieur, les mains appuyées sur la rambarde. « Et si je n'étais pas faite pour ça ?» murmura-t-elle. Jacques sourit, ce sourire rare, discret. « Tu l'étais avant même de le savoir. » Puis il s'éloigna vers les champs, laissant la porte ouverte derrière lui. Ce jour-là, la voix de Nora s'éleva pour la première fois entre les murs du petit bâtiment. Une voix douce, hésitante d'abord, puis assurée. Elle prononça les lettres de l'alphabet comme on récite une prière, et les enfants répétèrent après elle. Dehors, Jacques s'arrêta un instant, écoutant. Ce son, ce mélange de rire et de mots neufs était le plus beau qu'il ait jamais entendu. Le vent passa dans les herbes, léger, presque bienveillant. Le même vent qui, autrefois, avait apporté la poussière et la peur, semblait aujourd'hui murmurer « Tu as bien fait de ne pas fuir ». Quand le soir tomba, la lumière dorée glissa sur le bois neuf de l'école. Nora sortit, le regard ému, les mains tachées de craie. « Ils ont appris leur première lettre, dit-elle. » Jacques hocha la tête. « Et toi, tu viens d'écrire la tienne. » Elle fronça les sourcils, confuse. « La mienne ? Celle qu'on met au début d'un nouveau chapitre. » Ils restèrent là, côte à côte, à regarder la vallée s'assombrir. Le puits renvoyait l'éclat des étoiles, et les chevaux broutaient paisiblement. L'Ouest avait connu le sang, la poussière, la peur. Mais dans cette vallée-là, au milieu du silence, quelque chose d'autre prenait forme, la mémoire d'un monde qui apprenait enfin à guérir. Jacques resta immobile un moment, son souffle se mêlant au vent sec du désert. Devant lui, la plaine s'étendait, silencieuse, chargée d'une tension qu'aucun mot ne pouvait apaiser.
Il savait qu'en la laissant partir, il tournait le dos à tout ce qu'il croyait savoir du monde, mais quelque chose dans son regard l'avait désarmé. Cette fierté tranquille, cette blessure qu'elle portait sans plainte. Il baissa lentement son arme. « Phil, dit-il simplement, et ne reviens pas vers moi, sauf si tu es prête à ce que tout change. » Elle ne répondit pas. Son regard resta fixé sur lui, un mélange de défi et de gratitude. Puis elle tourna la bride et s'éloigna, son cheval soulevant une poussière pâle dans la lumière du soir. Jacques la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la colline, laissant derrière elle un silence qu'aucune balle ni promesse ne pouvait combler. Le crépuscule tomba. Jacques resta seul, l'écho de son choix résonnant dans la vallée. Il avait libéré bien plus qu'une femme, il venait, sans le savoir, de briser ses propres chaînes.